Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à s'entraîner pour le bac. Donc aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 1 qui est tombé dans le sujet numéro 2 en métropole en 2024 et qui est un exercice autour du basket. Donc, c'est un exercice qui est très long et assez complet, qui est découpé en 3 parties. Donc dans la première partie, on va faire de la mécanique, donc on va s'intéresser à la trajectoire du ballon lors d'un lancer franc. Dans la deuxième partie, ce sera toujours de la mécanique, mais cette fois-ci avec des raisonnements un peu plus énergétiques pour étudier le rebond du ballon. Et puis dans la dernière partie, il y aura un petit peu d'acoustique. Euh, donc, au tout début du sujet, on nous donne quelques informations, avec notamment des valeurs numériques pour faire les applications numériques. Et puis après, on passe directement à la partie 1 où on va étudier une trajectoire. Et donc globalement, la trajectoire, elle est récapitulée par ce schéma, donc un schéma très classique, avec un objet qui va être lancé avec une certaine vitesse initiale et avec un certain angle alpha par rapport à l'horizontale. Et puis ensuite, on va étudier la trajectoire du système. Euh, donc, on nous dit que pour la première modélisation, donc on considère que le ballon est un point, donc qui est noté grand M, et puis on se place dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen, et on considère que le ballon n'est soumis qu'à son propre poids une fois qu'il quitte la main du joueur. Ce qui veut dire qu'en fait, on sera dans le cas d'une chute libre puisqu'on négligera les frottements. Et ensuite, on nous donne d'autres valeurs numériques pour pouvoir faire les calculs un peu plus tard. Ensuite, on nous dit que donc on introduit un repère cartésien, donc qui correspond au plan OXY sur le schéma que j'ai représenté ici. Et ensuite, pour la première question, on nous demande de montrer, de trouver les coordonnées du vecteur accélération du point M. Donc dans une copie, même si c'est déjà fait dans l'énoncé, ce qui est toujours bien, c'est de reposer un peu le contexte dans lequel on se place pour faire l'étude du mouvement du système. Donc là, le système, ça va être le point M de masse M, donc de masse petit m. Le référentiel, ça va être donc le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Et puis après, on peut utiliser la deuxième loi de Newton pour justement déterminer l'accélération du système. Puisque la deuxième loi de Newton, elle nous dit que la masse fois l'accélération, ça va être égal à la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le ballon. Mais là, on considère qu'il n'y a qu'une force qui s'applique sur le ballon, son poids. Donc là, on va avoir ma qui va être égal au poids, donc autrement dit mg. Ce qui veut dire que, là ici, il y a des m de chaque côté, donc on peut simplifier et on retombe sur a est égal à g. Et nous, on veut, pour répondre à la question, trouver les coordonnées du vecteur A. Donc ici, on va avoir besoin de trouver donc AX et AY. Mais le vecteur G, c'est un vecteur qui est vertical et vers le bas. Donc, sa coordonnée sur l'axe X, c'est 0, puisque c'est un vecteur qui est vertical. Et puis là, sa coordonnée selon Y, ça va être moins G. Parce que de ce fait-là, le vecteur, il a une longueur égale à G, et puis il pointe dans une direction opposée à l'axe Y. Donc il y aura un signe négatif. Et on va avoir AX égale 0 et AY est égal à moins G. Et donc on peut même mettre AX de T et AY de T. Et ensuite, il faut exprimer les coordonnées du vecteur vitesse, donc qui sont notées Vx et Vy. Et donc pour ça, il faut se souvenir du lien entre l'accélération et la vitesse, c'est-à-dire que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Sauf que là, nous, on a l'accélération et on veut la vitesse. Donc en fait, il va pas falloir dériver, mais il va falloir intégrer ces expressions. Donc, pour la question 2, si on intègre ce qu'on a ici, donc on va avoir une primitive de 0 qui va être de la forme C1 avec C1 qui est une constante, et puis Vy de t qui va être de la forme moins gt plus une autre constante. Et les constantes, on va les déterminer grâce à ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc là ici, pour le vecteur V0, donc ses coordonnées,
Eh bien, selon x, ici, avec l'angle alpha, on va avoir V0 cosinus alpha et V0 sinus alpha pour sa coordonnée sur l'axe Y. Et donc, d'après ces conditions initiales, on va avoir donc Vx de 0 qui va être égal à C1, donc d'après ce qu'on a ici, mais qui va être aussi égal à V0 cosinus alpha. Et de la même manière, on va avoir donc Vy de 0, si on remplace t par 0, il reste juste C2, et donc c'est aussi égal à V0 sinus alpha. Donc là, en fait, C1, on peut le remplacer par V0 cos alpha, et C2 par V0 sinus alpha. Et donc pour la question suivante, il va falloir faire à peu près la même chose, puisque pour la question 3, on nous demande de trouver x de t et y de t. Et donc de la même manière que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, on a la vitesse qui est la dérivée de la position. Donc pour trouver la position à partir de la vitesse, il faut intégrer. Et donc si on intègre ça, donc on va avoir x de t qui est égal à v0 cosinus alpha t plus une troisième constante qu'il faudra déterminer grâce aux conditions initiales, et y de t qui va être égal à moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t plus une quatrième constante. Et là, les conditions initiales sur la position, ça va être que x de 0, c'est égal à 0, vu qu'en t égale 0, on est ici, et y de 0, c'est égal à hm. Donc en fait, ici, on peut remplacer directement C3 par 0 et C4 par hm. Et donc, on a les équations horaires du mouvement. Et une fois qu'on a les équations horaires du mouvement, généralement, la question suivante, c'est de trouver l'équation de la trajectoire, donc de se débarrasser de la variable temps et de trouver y en fonction de x. Et ça tombe bien, c'est justement ce qu'on nous demande dans la question 4. Donc pour ça, en fait, ça va être toujours la même chose. Ici, on va pouvoir exprimer t en fonction de x dans la première ligne du système, et ensuite on pourra remplacer t par son expression en fonction de x. Donc là, on va avoir, d'après la première ligne, donc t qui est égal à x sur v0 cosinus alpha. Et donc, on peut remplacer t par x sur v0 cos alpha dans l'expression de y. Et on va obtenir y de x est égal donc à moins 1 demi de g fois x sur v0 cos alpha au carré plus v0 sinus alpha fois donc x sur v0 cosinus alpha plus hm. Et donc ici, il va y avoir des petites... on va pouvoir réécrire ça, puisqu'ici déjà, on voit qu'il y a des simplifications. Il y a du V0 en haut et en bas. Et puis sinus sur cosinus, ça va être égal à tangente. Donc ici, on va avoir moins... disons, moins G sur 2 V0 carré cos alpha carré fois x carré plus tangente alpha fois x plus hm. Et donc, c'est bien l'expression qui est fournie dans l'énoncé. Ensuite, on nous dit qu'un tir est considéré comme parfait lorsque le centre de masse m du ballon passe par le centre C de l'arceau du panier. Et donc, le ballon ne touche pas le bord lors d'un tir parfait. Et il faut montrer que pour un angle initial alpha et une distance L qui sont données, donc fixées, il existe une vitesse initiale V0c pour laquelle la trajectoire du centre de masse du ballon passe par le point C sur le schéma. Et il faut trouver l'expression de V0c. Et donc pour répondre à cette question, il va falloir traduire en fait ce que ça veut dire par rapport à ce qu'on vient de trouver, que le ballon passe par le point C. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que Y de L, donc Y de L, ça veut dire ce qui se passe au niveau de cette abscisse-là, ça doit être égal à HA, la hauteur du panier. Et donc maintenant, il faut déterminer ce que ça veut dire par rapport à la vitesse V0c. Donc là, si on recopie, ça va faire que moins G sur 2 V0C carré cos alpha carré
fois L au carré plus tangente alpha L plus HM, ça doit être égal à HA. Et donc après, c'est un exercice de calcul, il va falloir isoler V0C. Donc on peut déjà envoyer le tangente alpha et le HM de l'autre côté, donc ça va faire moins G sur 2V0C carré cos alpha carré L carré, qui sera égal donc à HA moins tangente alpha L moins HM. Ensuite, nous on cherche à isoler V0C, donc on peut déjà envoyer tout le reste de l'autre côté. Et donc on va avoir donc 1 sur V0C carré, c'est ce qui va rester à gauche, on va envoyer tout le reste de l'autre côté. Donc il va y avoir moins 2 cos alpha carré qui va se retrouver en haut. Donc on va avoir 2 cos alpha carré fois tout ça, et le signe moins ici, ça va changer tous les signes à l'intérieur, donc fois HM plus tangente alpha L moins HA, et divisé par le GL carré qu'on envoie aussi à droite. Et maintenant, pour isoler V0C, il va falloir passer à l'inverse et prendre la racine. Et donc au final, on va avoir V0C qui va être égal donc à racine de GL carré sur 2 cos alpha carré facteur de HM plus tangente alpha L moins HA. Et c'est exactement l'expression qui est dans l'énoncé, donc tout va bien. Et donc pour la question suivante, il faut faire l'application numérique avec les valeurs qu'on nous donne. Et donc on a tout ce qu'il faut donc au début de l'énoncé, la l'angle alpha on nous le donne à la fin, mais tout le reste il est plus ou moins au début de l'énoncé. Et donc quand on fait l'application numérique, normalement on trouve V0C qui vaut 7,3 mètres par seconde. Et donc maintenant, on veut voir comment cette vitesse évolue lorsque le joueur ne se trouve pas à 4,6 mètres du centre de l'arceau, comme c'était le cas ici, lorsqu'il se trouve seulement à 2 mètres du panier. Et donc, on trace sur les figures 2A et 2B la vitesse initiale à donner au ballon pour qu'il passe par le centre C de l'arceau en fonction de l'angle initial alpha pour une distance de 2 mètres. Donc, c'est les courbes qui sont données juste en dessous. Et il faut déterminer graphiquement l'angle initial à choisir pour communiquer au ballon la vitesse initiale minimale qui permet de passer par le centre. Donc là, il faut juste regarder quand est-ce que le minimum de la courbe est atteint. Et donc, on trouve que le minimum est atteint. Donc là, il faut regarder sur la version zoomée, donc plutôt sur la figure 2B. Et il est atteint entre 55 et 56 degrés. Donc c'est un peu après 55, donc on peut dire 55,2 degrés. Donc 55,2 degrés. Et on nous demande de commenter, donc ça j'imagine qu'il faut simplement le comparer à ce qui se passait à 4,6 mètres. Et à 4,6 mètres, c'était un angle de 49,5 qui permettait d'obtenir une vitesse initiale minimale. Donc là, on a un angle qui est un petit peu plus grand que dans le premier cas de figure. Ensuite, on nous dit pour la question 8 qu'il y a deux asymptotes verticales sur la figure 2A, et il faut expliquer pourquoi il y a des asymptotes verticales. Et donc pour ça, en fait, il faut regarder ce qui se passe quand alpha tend vers 90 degrés. Et en fait, le problème, ça va être que quand alpha tend vers 90 degrés, ici, le cosinus va tendre vers 0. Donc le dénominateur tout entier va tendre vers 0. Et donc quand le dénominateur tend vers 0, on sait que les expressions divergent vers l'infini. Et c'est pour ça qu'il y a une asymptote verticale au niveau de 90 degrés. Et donc, pour la suite, on s'intéresse à une autre modélisation qui se base plutôt sur une modélisation informatique. Et voilà, donc pour l'instant, on nous dit que la vitesse à communiquer au ballon a été déterminée seulement à partir d'une condition, le centre de masse du ballon doit passer par le centre C de l'arceau. Mais dans la réalité, il y a deux choses en plus dont il faut tenir compte, c'est qu'un ballon qui ne passe pas par-dessus le panier n'est pas valide, et un ballon qui rebondit sur le bord du panier ne donne pas un tir parfait. Et donc on souhaite utiliser un programme qui a été rédigé donc en Python pour déterminer justement les trajectoires qui vérifient ces deux conditions supplémentaires. Et on nous propose un extrait de ce code donc qui est représenté sur la figure 3.
Et pour la question 9, il faut... Ah oui, non, avant de regarder les questions, on peut déjà regarder un peu ce que fait le code. Donc là, au début, il y a un test, donc la ligne 82 qui permet de tester si le ballon passe ou non au-dessus de l'arceau. Et après, à partir de la ligne 86, on définit donc une fonction qui retourne, on nous dit, la distance entre le centre du ballon et le bord de l'arceau. Et donc à partir de la ligne 90, on a donc une boucle, et dans cette boucle, en fait, on va calculer la distance entre chaque position connue du ballon et puis l'arceau du panier de basket. Et puis si le ballon touche l'arceau, eh bien on va renvoyer true, et sinon on renverra false. Et après, en fonction de si c'est vrai ou faux ce test, eh bien on va renvoyer donc un texte qui permettra de conclure le, sur le caractère parfait ou non du tir. Et donc pour la question 9, on nous demande d'identifier parmi 4 propositions celle qui permet de vérifier la condition le ballon ne passe pas au-dessus de l'arceau. Donc en fait, si on regarde un peu le schéma ici, si le ballon ne passe pas au-dessus de l'arceau, ça veut dire qu'il est tout le temps en dessous de HA. Enfin, que la coordonnée Y du ballon est toujours en dessous de HA. Plutôt que de vérifier pour tous les points, il suffit de regarder si le maximum obtenu pour la coordonnée de Y est en dessous de HA. Et ça, c'est la condition max de Y strictement inférieure à HA qui permet de le tester. Ensuite, il faut vérifier que les lignes 89 à 92 permettent de tester la condition 2, donc c'est-à-dire est-ce que le ballon rebondit ou non sur l'arceau du panier. Et donc, ici c'est bien le cas, on commence à en parler, on fait une boucle pour, et pour chacune des positions, avec la fonction d underscore bord de x, y, en fait on calcule la distance entre le ballon, enfin le centre du ballon et l'arceau du panier, et on regarde si cette distance elle est plus ou moins grande que la taille du ballon, que le rayon du ballon. Parce qu'en fait, si là ici on considère que c'est le ballon, et là par exemple le bord de l'arceau, si on fait une vue par-dessus en fait, et qu'on a donc là l'arceau, le ballon qui est censé être plus petit, ici en fait il faut que la distance entre le centre du ballon et le bord du panier soit plus grande que le rayon du ballon. Parce que autrement, là, si on refait un dessin où là, par contre, il y a une collision, eh bien ici, on va avoir la distance entre le bord de l'arceau et puis le ballon qui va être plus petite que le rayon du ballon. C'est ça qui permet de tester s'il y a contact entre les deux ou non. Et donc, c'est bien ce qui est fait dans le bloc, justement, entre les lignes 89 et 92. Et puis on nous dit pour la question 11 que l'application des deux nouvelles conditions permet de déterminer que l'angle initial minimal pour réaliser un tir parfait au lancer franc est voisin de 45 degrés. Il faut commenter cette valeur au regard des conseils fournis par le site internet en début d'exercice. Oui, donc en début d'énoncé, on nous dit qu'il faut privilégier un angle de tir entre 47 et 55 degrés, et donc c'est bien compatible avec un angle minimal de 45 degrés. Donc tout va bien. Et ça termine cette première partie. Donc maintenant, dans la deuxième partie, on étudie le dribble et le rebond du ballon. Donc, on nous propose un protocole, donc un ballon est lâché sans vitesse initiale, il tombe à cause de la gravité, il rebondit sur le sol et il remonte. Et on repère la position du ballon à intervalles de temps réguliers. Et donc, on nous propose trois courbes. Et donc, pour la question 12, il faut attribuer chacune de ces courbes donc, à l'énergie cinétique, à l'énergie potentielle de pesanteur et à l'énergie mécanique. Et donc, bon, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique. Donc l'énergie mécanique, ce sera toujours la courbe qui sera le plus haut. Donc là, c'est la courbe avec les ronds, donc la courbe 1. Ensuite, au début, le ballon est lâché sans vitesse initiale, donc son énergie cinétique, à l'instant t égale 0, elle est nulle. Et donc la courbe qui commence à 0 à t égale 0, c'est la courbe avec les croix, donc la courbe 3. Donc la courbe 3, c'est la courbe de l'énergie cinétique, et par élimination, la courbe 2, ça sera l'énergie potentielle de pesanteur, et c'est bien cohérent parce que quand on lâche le ballon, il tombe, forcément, donc son énergie potentielle de pesanteur diminue, et c'est bien cohérent avec l'allure de la courbe 2. Ensuite, il faut montrer que
l'énergie perdue par le ballon lors du rebond est voisine de 2,5 joules. Donc là déjà, il faut identifier à quel moment se passe le rebond. Donc le rebond, ça va être le moment où le ballon touche le sol, où son altitude est égale à 0, donc autrement dit, l'instant où son énergie potentielle de pesanteur sera nulle. Donc ça correspondra en fait à l'instant entre 0,46 et 0,48. Donc là où la courbe numéro 2 en fait passe par 0. Et il faut regarder ce qui se passe donc avant cette courbe, à quelle énergie à peu près on est, et ensuite à quelle énergie on est après cet instant. Donc avant le rebond, on est autour de 6 joules pour le ballon, au niveau de l'énergie mécanique. Et après, donc là, il y a des petites variations liées aux erreurs de pointage, mais on est autour de 3,5, 3,6. Si on essaie de trouver à peu près la moyenne, ça n'a pas besoin d'être très précis, mais on est autour de 3,5. Et donc la différence entre 6 joules et 3,5 joules, c'est bien à peu près 2,5 joules. Et ensuite, pour la question 14, il faut indiquer en justifiant s'il est raisonnable dans cette étude de négliger les frottements en dehors du moment où le ballon rebondit. Et donc, il faut d'abord se souvenir de ce que ça veut dire de négliger les frottements par rapport aux énergies liées au ballon. Et donc, quand on néglige les frottements, l'énergie mécanique se conserve. Donc, il faut regarder en fait si en dehors du rebond du ballon, l'énergie mécanique est à peu près constante. Et on voit qu'il y a des petites variations, mais c'est certainement lié au mauvais repérage de la position, enfin, pas un mauvais repérage, mais à des erreurs qui sont inévitables au moment du repérage de la position du ballon, qui font des petites variations. Mais globalement, avant le rebond, c'est à peu près plat autour de 6 joules, et après le rebond, c'est à peu près plat autour de 3,5 joules. Donc on peut considérer qu'en dehors du rebond, l'énergie mécanique se conserve, qu'elle est constante, et que par conséquent, on peut effectivement négliger les frottements. Et lorsqu'on dribble, on ne lâche pas le ballon, mais on le pousse vers le bas pour qu'il remonte. Parce que là, on voit qu'après le rebond, si on regarde l'énergie potentielle de pesanteur, on ne revient pas au même niveau que ce qu'on avait au début de l'étude. Ça veut dire que le ballon, il remonte pas à la même hauteur à laquelle il a été lâché. Et donc, généralement, oui, on donne une vitesse initiale au ballon pour justement compenser cette perte d'énergie. Et il faut déterminer la vitesse initiale minimale à communiquer au ballon pour qu'il remonte au moins à cette même hauteur. Et on considéra que la perte d'énergie, donc c'est 2,5 joules. Donc en fait, il faut que l'énergie qui est fournie au ballon au moment où on lui communique une vitesse initiale compense la perte. Donc en fait, il faut que l'énergie cinétique donnée soit égale à l'énergie perdue. Donc autrement dit, il faut que 1 demi de mv0 carré soit égal à E perdu, enfin au moins égal à E perdu. Donc on va même faire sous forme d'inégalité, donc plus grand, plus grand. Et donc si on isole V0, il faut que V0 soit plus grand que racine de 2 fois l'énergie perdue divisé par la masse du ballon. Et donc quand on fait l'application numérique, ça correspond à une vitesse de 2,9 mètres par seconde. Donc on va pouvoir passer à la troisième partie, donc qui concernera plutôt l'acoustique. Et donc globalement, on nous dit que bon, il y a un arbitre qui a un sifflet lors des matchs et il faut que tout le monde entende le sifflet malgré le bruit qui est lié au public. On admet que l'on peut distinguer un son bref et aigu, donc le son du sifflet par rapport au bruit ambiant s'il y a une différence de niveau sonore de 3 décibels. On nous rappelle des formules, donc sur les niveaux sonores, sur les intensités sonores, et une échelle de décibels avec différents niveaux, et en particulier les seuils de danger, de douleur, de risque et d'audibilité. Pour la question 16, on suppose que l'arbitre siffle pour signaler une faute, et au moment où il siffle, donc il est à une distance de 20 mètres par rapport au joueur le plus éloigné, et une distance de 1 mètre par rapport à un joueur qui est assis sur le banc des remplaçants. Et il faut déterminer si le joueur remplaçant doit porter des protections auditives, sachant que le bruit ambiant lié au public et à tout ce qui se passe dans la salle de match est de 80 décibels. Donc déjà, on sait d'après l'énoncé que le bruit ambiant est de l'ordre de 80 décibels. Ce qui veut dire que pour que le coup de sifflet soit entendu par tous les joueurs sur le terrain, il faut que le niveau sonore au niveau du joueur le plus éloigné soit égal
au minimum à 83 décibels pour avoir la différence de 3 décibels par rapport au bruit ambiant. Donc à partir de ça, on va pouvoir déterminer donc l'intensité sonore qui correspond à 83 décibels. Donc ici, on sait que L min, c'est 10 fois log de l'intensité sonore minimale sur I0. Donc déjà, on va pouvoir, ici en fait, si on divise par 10, dire que L min sur 10 c'est égal à log de quelque chose, ça veut dire que ce qu'il y a dans le log, c'est égal à 10 puissance, donc 0,1 L min, ou L min sur 10. Et donc I min, c'est égal donc à I0 fois 10 puissance 0,1 L min. Et donc si on fait l'application numérique, donc I0 c'est 1 fois 10 moins 12 fois 10 puissance donc 0,1 fois L min. Donc L min, on a dit que c'était 83 décibels, donc fois 0,1 ça fait 8,3. Donc 8,3, et donc ça fait 10 puissance moins 3,7 watts par mètre carré. Et donc maintenant, à partir de cette intensité sonore, on peut trouver la puissance émise par le sifflet, puisqu'on aura P qui sera égal à 4pi fois D 1 au carré fois I min. Et maintenant, on peut trouver le niveau sonore perçu par le joueur le plus proche. Donc on peut appeler par exemple I2. Oui. Et donc I2, ce sera la puissance divisée par 4pi D2 au carré. Donc autrement dit, si on remplace, ça fait 4pi D1 carré fois I min sur 4pi D2 carré. Donc autrement dit, les 4pi se simplifient, il reste D1 carré sur D2 carré fois I min. Et maintenant, pour trouver le niveau sonore correspondant à une telle intensité, on applique la formule et on va avoir donc L2 qui va être égal à 10 log de I2 sur I0. Autrement dit, 10 fois log de D1 carré fois I min sur D2 carré fois I0. Et quand on fait l'application numérique, on trouve 109 décibels. Donc 109 décibels, si on regarde l'échelle des niveaux sonores, c'est bien au-dessus du seuil de danger qui est à 90 décibels. Donc oui, il faudrait que le joueur qui est sur le banc des remplaçants porte des protections auditives. Donc c'était la dernière question de cet exercice, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.